dans la Serre, l'endroit où on parle d'aventures humaines inspirantes, d'écologie, d'entrepreneuriat conscient et de spiritualité. Ici, des hommes et des femmes nous partagent leur parcours incroyable en quête de sens. Moi c'est Jade, étudiante en architecture et j'aspire à être le changement que je veux voir dans le monde. Alors installe-toi bien, ici on prend le temps. Toute chose est bonne de base, mais quand elle est en excédent, c'est là où ça devient mauvais, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la production, que ce soit dans toutes ces choses-là. Et c'est ça, il faut apprendre à se limiter, se contenter. Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 1 de la Serre, où Samir nous raconte son périple au cœur du GR10. Je te laisse avec la suite. Toute chose est bonne de base, mais quand elle est en excédent, c'est là où ça devient mauvais, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la production, que ce soit dans toutes ces choses-là. Et c'est ça, il faut apprendre à se limiter, se contenter de la Surtout base. qu'on voit plus en fait quel est l'excès ou pas, parce qu'on a l'impression que manger 3 repas par jour, ça c'est la norme, et après dépasser, c'est ça l'excès. On a une vision, on a déjà établi en fait certaines bases, et le fait de faire plus, c'est pour nous c'est déjà bon, on dépasse un peu la limite, mais ça va. Mais finalement notre mode de vie actuel est déjà dans l'excès, et on s'en rend pas compte. C'est exactement ça. C'est vrai que qu'est-ce que l'excès et moi, comment j'essaie aujourd'hui de définir, parce que là, après, il y a le retour, c'est toujours, j'essaie de me définir au niveau de ma faim. C'est-à-dire que c'est quand je mange, bon, des fois je rate et des fois ça marche, mais quand on mange, et se poser sans cesse la question, est-ce que t'as faim ou t'as plus faim? Et si on quitte le repas et qu'on se sent totalement rassasié, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on se lève du repas, on ait toujours cette petite envie de continuer à manger, mais en étant pas en se mettant en difficulté non plus, en mangeant rien. Mais il faut toujours avoir cette petite envie de repas en quittant le repas. Et ça permet à chaque fois de diminuer un petit peu, c'est-à-dire de descendre un peu de sa limite. Parce qu'il y en a, effectivement, ils ont besoin de 5 repas par jour, il y en a besoin, ils ont besoin que d'un. Et ça permet chacun, voilà. L'idée, c'est de diminuer petit à petit, jusqu'à arriver à un moment, on n'est plus dépendant de tout ça. Ton voyage, il a duré, j'ai vu, 40 jours. Est-ce que c'était une durée particulière? C'est toi qui as décidé de te donner cette limite de 40 jours, ou c'était juste au fur et à mesure de ton voyage, ça s'est fini à 40 jours, bien c'était un nombre significatif? Non, du tout. Alors 40 jours, c'était pas du tout prévu. D'accord. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 mois de congé. J'avais 2 mois de congé et je me suis dit, bon, j'ai à peu près 2 mois pour finir le GR10. Et je savais pas, en fait, je savais pas du tout. C'était vraiment une inconnue, mais réellement, je me dis, est-ce qu'au bout de 10 jours, je vais pas abandonner? La plupart du temps que j'ai fait le GR10, et c'était pas tout le GR10, j'ai abandonné la majorité du temps. Donc je me suis dit, si ça se trouve, j'ai abandonné au bout de 10 jours, j'en sais absolument rien. En fait, je suis parti sans savoir quand j'allais arriver, quand j'allais m'arrêter. Et donc non, c'était pas du tout prévu. Après, bon, on va dire vers la moitié, donc vers le 20e jour à peu près, là je savais que j'allais à peu près être dans la zone des 40 jours, parce que ça y est, j'ai pris un rythme, alhamdoulilah. Mais non, en partant, le premier jour, quand j'ai commencé à marcher, j'en avais absolument aucune idée. Vraiment pas du tout. Et justement, comment cette fois-ci tu as réussi à tenir jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a eu des moments déclencheurs qui t'ont fait te dire ça y est, je continue en fait, je m'arrête pas là? Moment déclencheur, bizarrement, ça a été les rencontres. On fait pas beaucoup de rencontres sur le GR10, et quand on en fait, elles sont très fortes, ces rencontres-là. Et ces rencontres, ça permet aussi de se rassurer, de se jauger. Quand je suis parti, au début, c'était dur, clairement. C'était très dur parce que mon corps n'était plus habitué, etc. Même si je m'étais un peu entraîné, entre guillemets, c'était dur. Et en plus, jamais je suis parti aussi longtemps. Moi, le max que j'ai pu faire, je crois, c'était 3 ou 4 jours, max. Et la première semaine, quand on dépasse justement ces fameux 3-4 jours, ça commence à être compliqué. Il y a un jour, je suis arrivé, mais j'avais des cloques de partout. Tous mes pieds étaient en cloques, mais j'avais des cloques, j'en avais tout le temps, quoi, partout. J'avais pas de quoi me soigner, c'était compliqué. L'hygiène aussi, bon, t'avais posé la question, mais l'hygiène, elle est quasi inexistante, hein. On fait avec ce qu'on a. Donc, carrément. Non, en fait, l'hygiène, c'est simple. J'avais un bout de savon de Marseille que je devais garder pour tout le périple, et c'est tout. C'est tout ce que j'avais pour mon hygiène. Et l'eau, mais l'eau dépendait aussi de ce que j'avais. Donc un soir, quand j'arrive et qu'il n'y a pas de cours d'eau où je dois dormir et que j'ai que 2 gourdes, les 2 gourdes elles vont me servir à boire et faire mes ablutions. Donc du coup, il n'y avait pas d'hygiène à ce moment-là. L'hygiène, c'était quand je croisais un cours d'eau. Et donc effectivement, c'était dur parce que voilà, le corps prend un coup et donc le moral du coup aussi prend un coup. Et ces rencontres-là, en fait, j'ai fait des rencontres avec des personnes. Première rencontre, c'était un Australien jeune, 20 ans. Voilà, un Australien qui a débarqué en France. Qui voyage comme ça un peu, qui a raté ses études, donc il a dit je me casse et je fais le tour du monde. Et voilà, ces rencontres-là, c'est ça moi qui m'a poussé. Je dis lui, il a 20 ans, il est mature comme je sais pas quoi. Je dis non, allez, Samir, allez, remotive-toi. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes. Il y a eu des rencontres bizarres aussi. J'ai rencontré des personnes que j'avais en fait aidées, mais sans que même moi je le sache. C'était des gens qui posaient des questions sur Internet, sur le GR10, dans des groupes, et moi je leur répondais.
Et il y a eu comme ça 3 ou 4 personnes qui me disaient, mais attends, c'est pas toi Samir Intel? Je fais ouais, ah oui, tu m'as aidé, tu le sais pas. Et moi, j'en savais rien. Incroyable. Et donc, subhanallah, et c'est comme ça que ça s'est mis en place, en fait. Et donc, ça me rassurait. Et à un moment, je me suis dit, bon, non, en fait, non, t'es plus le gars qui va abandonner, t'es le gars qui va finir, Inch'Allah. Donc, après, mentalement, voilà, au bout, on va dire 10-15 jours, ça y est, là, j'étais parti et T'étais prêt. chaud. Ouais. Est-ce que c'est ta foi aussi qui t'a permis de tenir jusqu'au bout? Ah, clairement. Parce que s'il n'y a pas la foi, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me casse la tête? Franchement, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça, peut-être, je sais pas. Moi, j'avais ce besoin-là, parce que je répète, ma vie à moi, c'est les PC, l'informatique, la nourriture, la maison. Voilà, c'est le résumé de ma vie. Pourquoi j'irais me casser la tête à sortir de mes envies, de mes passions, ce qui me fait vraiment plaisir? C'est ma foi. C'est ma foi qui m'a poussé à faire ça. Et aussi qui m'a aidé à tenir, parce qu'il y a des moments où c'était dur. Encore une fois, c'est la foi. Et la méditation aussi, ça jouait beaucoup, parce qu'on se retrouve beaucoup seul sur le djihadisme. La plupart du temps, on est seul. Et donc, quand on est seul, comme ça, sur 2-3 jours d'affilée, et ben, le cerveau cogite, le cerveau pense, le cerveau médite. Et oui, la foi, elle a joué énormément. Sans ça, je pense pas que j'aurais été bien loin. Je sais même pas si je l'aurais fait, sincèrement. Justement, tu étais beaucoup seul, comme tu disais, et quand on regarde un peu l'histoire de tous les prophètes, ils ont tous eu un peu un moment dans leur vie où ils se retrouvaient seuls. Et c'est là qu'il y avait toute une remise en question, une recherche, et qui commençaient en fait à ressentir le besoin de se reconnecter. Tout à fait. Et ben franchement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Vraiment, je ressentais un peu, à mon échelle bien évidemment, ce que Youssouf alayhi salam a ressenti quand il se retrouve en prison. C'est une coupure, c'est une cassure en fait. Et cette cassure-là, c'est une remise en question. Younous alayhi salam dans la baleine, c'est une coupure, une cassure qui le remettait en question. On peut prendre l'exemple de Ayoub. C'est-à-dire tous ont eu effectivement dans leur vie cette coupure et cette cassure et cette mise en retrait de la société qui leur permet de se remettre en question, etc. Et moi, j'ai clairement retrouvé ça. C'est pour ça que j'incite vraiment aux gens de le faire. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, Samir, est-ce que tu veux pas qu'on le refasse en groupe, qu'on fait un groupe de 10-20 personnes, on repart? Je leur dis, pourquoi pas, mais j'ai peur qu'on perde ça, en fait. Ouais. Et j'incite les gens à le faire parfois solo. Il y en a qui disent, ouais, mais j'ai peur. J'ai fait une journée, c'est pas grave. Mais déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Surtout, en plus, nous, on est dans un monde, c'est H24, on est toujours connectés. C'est le fil Instagram, le fil Facebook, après c'est le PC, après c'est le travail, après c'est les SMS, après c'est les mails. Notre cerveau est du matin au soir sans cesse sollicité. Et il faut couper. Et moi, c'est ce que je dis aux gens, j'ai sorti, cassé un peu tout ça et coupé. Et cette coupure, moi, que j'ai fait de 40 jours, en plus 40 jours, bon, c'est un peu symbolique, parce qu'il y a beaucoup de prophètes, c'est oui, symbolique. Justement. Et moi, c'était pas prévu, mais vraiment 40 jours, en plus, c'est tombé 40 jours pile poil, au jour près. Et c'est symbolique, elle joue beaucoup. Et vraiment, j'incite les gens vraiment, vraiment à se couper. Peut-être pas comme ça, parce qu'il faut de la préparation, mais à son échelle, que moi j'ai pu commencer. Ça peut être un jour, 2 jours, un petit voix, mais il faut se couper. Et d'ailleurs, le nom du film, en fait, qui est en préparation, il s'appelle En mode avion. Ouais. Et est-ce que tu étais totalement déconnecté? Tu essayais vraiment au maximum d'éteindre ton téléphone? Alors, non. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que il n'était pas totalement éteint mon téléphone. Alors déjà, il n'était pas éteint parce que moi, j'avais fait le choix après, je suis dans l'informatique, donc ça colle un peu. J'avais le choix d'éviter tout papier pour éviter de la lourdeur en faire dans mon sac. Donc j'avais tout dans mon téléphone. J'avais mes cartes GPS. J'avais aussi, je prenais des photos, etc. Ça permettait aussi de garder un contact. Et surtout, moi, je comptais au départ me déconnecter totalement, c'est-à-dire vraiment le mettre réellement en mode avion. Mais je l'ai pas fait pour une raison simple, c'est que je me dis, il faut que je partage ce que je vis. Et donc, je me suis remis bizarrement aux stories à ce moment-là. Et j'ai arrêté aussitôt après. J'ai commencé les stories sur mon profil Instagram, Facebook et compagnie au départ de mon GR10. Et à la fin du GR10, j'ai arrêté les stories. Et le but, c'était vraiment de partager. Donc, mais c'est une violence. Surtout, au début, ça allait. Mais après, c'était une violence. C'est-à-dire que il faut que je fasse ma story. Mais c'était plus parce que je partage. Mais j'avais pas cette connexion. Ça me prenait la tête, mais j'étais content aussi parce que j'avais plein de messages derrière en disant ouais Samir c'est super, moi aussi je veux le faire. Donc ça me motivait, je me dis je continue un petit peu. Et aussi bien sûr la famille, c'est-à-dire que bon j'avais pas toujours du réseau, donc c'était peut-être aller tous les 2-3 jours, mais le soir tac j'étais au moins connecté pour au moins que mes enfants me voient etc. Et les rassurer bien sûr parce que voilà eux aussi ont peur. Voilà. Donc j'étais pas totalement en mode avion, mais j'étais par contre en mode avion dans le sens où c'est la première fois de quand je dis toute ma vie, c'est au moins depuis c'est pas une blague depuis au moins 2010. Où je passais plus de 2 jours sans PC. Ah oui.
Avant, je partais en vacances avec mon PC. J'étais toujours sur mon PC. Je travaillais tout le temps. Mon téléphone, jamais de ma vie, j'ai lâché mon téléphone plus d'une journée. C'était trop dur. C'est un sacrifice pour moi horrible. Et donc, oui, j'étais en mode avion dans ce sens-là où mon téléphone. Et encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la consommation. Le but, c'est pas d'arrêter. Ouais. Le but, c'est de savoir maîtriser. Mon téléphone, je l'avais, mais ce n'était plus un téléphone qui était là pour que je scrolle toute la journée. C'est un téléphone que je l'allumais uniquement pour mon besoin et je l'éteignais aussitôt derrière. Et il passait en mode avion dès que j'en avais plus besoin, à savoir 90% de mon temps. Et donc oui, en réalité, j'étais en mode avion. En réalité, je l'étais dans le sens où je l'utilisais que quand j'en avais besoin. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté la bande-annonce de ton film, il y a une phrase qui m'a marquée, je l'ai notée d'ailleurs, où tu dis l'objectif, c'est de revenir vivre dans sa vie de tous les jours, mais en comprenant la valeur de chaque chose. En fait, dans le GR10, il y a des prises de conscience qui se mettent en place. Et justement, on apprend à mieux comprendre la valeur des choses. La valeur qui peut être positive ou négative. Hein. Ça peut être, par exemple, le téléphone, encore une fois. Le téléphone, c'est quelque chose, on est accroché. On voit sa valeur néfaste parfois. Et donc, on revient, ça, on le change. L'eau, c'est clairement, c'est une prise de conscience radicale. C'est-à-dire quand l'eau, on galère à trouver quelques litres d'eau et quand enfin on les trouve, on y fait attention, mais vraiment, chaque goutte a sa valeur. Quand on fait ne serait-ce que ces ablutions, se laver, se boire, c'est chaque gorgée est comptée. Quand on rentre à la maison et qu'on tourne le robinet et qu'il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, alors là, c'est un luxe, énorme. L'eau chaude, mais l'eau chaude, ça c'est un rêve. L'eau chaude, c'était pour moi, c'était fini l'eau chaude. J'ai oublié l'eau chaude à ce moment-là. Et rentrer, juste tourner le robinet, avoir de l'eau chaude, sans effort particulier. Et là aussi, on prend la valeur des choses. Et tout ça, en fait, fait que, excusez, le but c'est pas d'arrêter, le but c'est pas de revenir dire allez, je deviens un moine, je vis dans ma cabane et j'arrête tout. Non, c'est on continue à boire, à manger, à avoir un téléphone, à avoir une activité, à manger, à se faire plaisir parfois, mais je sais derrière chaque chose quelle est leur valeur, quelle est leur limite aussi. Et faire attention. Et faire attention à tout ça. Comment tu vis ton retour en fait? Parce qu'après avoir vécu tout un moment comme ça, seul, avec des grands espaces, et ensuite revenir dans le rythme effréné de la vie, les espaces restreints, la pollution, est-ce que tu n'as pas eu un sentiment pas de déprime, mais voilà, est-ce que tu te sens toujours à ta place ici ou bien ça y est, tu as besoin de repartir tout de suite? Alors là-dessus, ça il y a eu un gros débat parce qu'à la fin du GR10, ce qui est marrant, c'est que plus on arrive à la fin et plus on croise de plus en plus de randonneurs. Parce qu'on rattrape ceux qui étaient un peu plus lents, etc. Et du coup, les soirées, il y en a un peu plus, on va dire, avec plusieurs randonneurs. Et ce sujet-là, les 10 derniers jours, la dernière semaine, on n'arrête pas de l'aborder entre nous. Et quand on l'abordait entre nous, tous, on parlait que de ça, du retour. Et moi, c'est le seul truc où j'ai fauté, je crois. Je me suis dit, non, t'inquiète, je me disais à moi, t'inquiète, tu vas gérer le retour, ça va être facile, etc. Et j'avais rencontré un Belge, et ce Belge, c'était la deuxième fois qu'il faisait le GR10. Et la première fois où il a fait le GR10, il était cadre chez une grande boîte, je sais plus laquelle, très grande boîte. Et quand il est rentré de son GR10, quelques jours plus tard, il a démissionné, il a divorcé, il a tout abandonné. Ah ouais, ce parcours-là, il a tout remis en question. Il a tout remis en question. Et c'était marrant parce qu'il me disait, par exemple, il a dit, j'étais sur mon GR10, il a dit, comme nous tous, là, vous voyez, là, comme on est déconnecté du monde, on apprend la valeur des choses, etc. Il dit, quand je suis rentré, première réunion, tout le monde se cassait la tête sur la couleur du papier à lettres. Et il y avait un débat sur, non, je veux bleu, non, rouge, non, machin, etc. Et lui, il était là, je parlais plus, moi, dans cette réunion, et je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a eu son épouse aussi, il y a eu une déconnexion parce que son épouse était, apparemment il y avait déjà des tensions, mais son épouse était très, très on va dire matérialiste, etc. Et il était plus d'un coup. Et donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il nous mettait en garde. Il dit faites attention, il y a ce qu'on appelle après le GR blues. Ouais. Après, et faites attention, préparez-le, etc. Moi dans ma tête, je me dis non, t'inquiète. Alors moi, ma stratégie, c'était quoi? C'était déjà, j'avais pris 2 mois de congé. Je me dis j'ai encore un peu de temps avant de reprendre le boulot. Et donc dès que je rentre, j'attends même pas 1 ou 2 jours et je redécolle dans les montagnes avec ma famille. Ça va me faire un sas de décompression, on va dire. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ça a marché. C'est-à-dire, je suis rentré, je suis resté 2 jours à peine et je suis reparti en famille dans les Alpes. Et on a fait la même chose, bivouac. Il y a eu chalet aussi, ça, parce qu'il y avait les enfants, mais il y a eu un peu de bivouac, etc. Et c'était très bien parce que j'avais ce côté, j'étais entre les deux. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu mon sas de décompression, je vais retourner au boulot calmement, normalement. Et je me suis gouré totalement. Ah oui. Parce que je le vois moi-même, juste quand je fais des voyages, mais voilà, des vacances, c'est pas non plus. Je visite, en fait, je suis toujours sollicitée, il y a toujours des choses à voir. Après, quand je rentre et que je rentre dans une routine, et
que finalement les choses se ressemblent, alors que quand on voyage, chaque jour est une découverte. Je sens vraiment la déprime, en fait. J'ai envie de repartir, je cherche le prochain billet. C'est ça, mais pour moi c'est encore plus puissant, parce que moi aussi les voyages, je les connais les voyages. Bon, dans l'humanitaire, je suis amené à voyager. Avant, je voyageais aussi. Donc oui, effectivement, il y a ce côté un peu nostalgique. On dit zut, j'étais mieux là-bas, je me sens mieux. Mais là, non, c'est un level au-dessus. Non, et le JR Blues, comme il le disait, il n'avait pas tort. C'était vraiment ça. C'est un moment de déprime, un moment de, on n'est plus dans notre élément. Ouais, tu te sens plus à ta place. Tu te demandes ce que tu fais là, en fait. À quoi tu joues? Est-ce que tu fais semblant? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment des changements radicaux. Moi, je me rappelle, je suis dans l'informatique depuis que je suis, je crois, au collège. J'ai commencé vraiment et j'ai plus jamais arrêté. Et un PC, pour moi, c'est une passion. Je suis là. Quand je suis rentré, mon PC, j'y arrive plus. C'est vraiment, je peux plus. Des fois, chose impensable auparavant, je le laisse au bureau. Je le ramène pas chez moi. Impensable avant, c'était quelque chose de. Et oui, donc ma vie a changé et j'ai du mal. Et je pense aujourd'hui que ma place, et beaucoup de gens m'ont dit d'ailleurs, ma place aujourd'hui n'est plus là où elle est aujourd'hui. Ma place doit changer et je sais pas encore c'est quoi la suite, mais clairement je pourrais pas vivre cette vie encore longtemps. Il faut que je me replonge dans la nature, il faut que je me rapproche davantage de cette vie-là parce que ça y est, je veux plus. Et justement, maintenant que tu es revenu et que tu vois la vie avec un regard neuf, quelles sont les choses pour toi qui avaient du sens avant et maintenant tu te dis mais c'est tellement futile en fait, tu te demandes mais en fait est-ce que ça a du sens encore? Voilà, quelles sont les choses vraiment aberrantes que tu arrives à percevoir? La surconsommation. Oui. Ça c'est un truc, ça m'a. Donc manger un grec jusqu'à outrance, baveux comme ça, de plein de choses, ça j'arrive plus, ça rentre plus dans mon esprit. Ce qui change aussi, c'est bizarrement, c'est l'aspect aussi tout ce qui est recyclage. Ou plutôt gestion des déchets, voilà, plutôt gestion des déchets. Ça, j'avais pas du tout cette conscience-là, hein, mais vraiment pas du tout. En toute sincérité, je l'avais pas. J'avais appris, on va dire, à ne plus jeter mes déchets dehors et compagnie. Ça, je l'ai appris au fil des randos. C'est-à-dire que avant je le voyais pas, maintenant quand je me balade en forêt, je vois effectivement le bout de papier, je l'aperçois, il m'énerve, etc. Donc voilà. Mais là, ce qui s'est passé dans le GR10, c'est que quand on doit prendre sa poubelle sur son dos et se la traballer jusqu'au prochain village et que parfois on peut passer 10 jours comme ça avec sa poubelle sur le dos et que c'est lourd, ouais. On se dit mais tout, des fois j'avais la moitié du sac, c'était que des déchets. Et je me dis mais zut, c'est pas possible. Et donc je faisais, quand j'arrivais dans une épicerie que je prenais ma nourriture pour 3 jours, premier réflexe c'est je vidais mes sachets. Je vidais tout ce qui était acheté, je jetais. J'avais coupé les étiquettes de mes t-shirts, même de tout en fait, les étiquettes de mon sac, de tout ce qui était superflu en fait. Et gestion du déchet, effectivement, ça a pris une autre chose, une autre vision, une autre dimension dans ma tête. Chose qu'il n'y avait pas du tout avant GR10. Pour le coup là, c'est une grosse remise en question. Et après bien sûr la vie de tous les jours, c'est cette vie rapide, sans cesse là toujours. Les réseaux sociaux, Internet, j'ai de plus en plus de mal. Si je peux lâcher ça, je le lâche. Le problème, c'est que ça fait partie de mon travail, ça fait partie aussi de mon partage que je dois faire aux gens, mais ça, j'y arrive plus. Les réseaux sociaux, le PC, ça c'est devenu écœurant. Chose qui est une passion, c'est devenu vraiment écœurant, et tout ça, c'est des remises en question qui fait que, et la vie simple aussi. Oui. La vie simple, le bling bling, tout ça, ça m'attirait pas trop déjà avant, mais là, ça m'attire vraiment plus du tout. Donc pour toi, d'après ton expérience, pour que les gens se reconnectent en fait avec la nature, il faut tout simplement y aller et vivre des moments forts comme ça et ne plus avoir cette mode de vie un peu déconnecté. Enfin, on vit plus dans un écosystème en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est dans une bulle, hein, on se rend pas compte, on est tous dans une grande bulle. Et comme on est dans une bulle, on voit pas le monde extérieur, on a l'impression que la bulle dans laquelle on est, c'est la vérité. Mais cette vie est factice. Cette vie qu'on vit, quand je parle de vie, c'est une vie occidentale, hein, c'est une vie factice, mais on le sait pas encore, parce qu'on est dedans. Moi, ça me rappelle un peu le film Matrix. C'est qu'on est dans une matrice, on croit que c'est la réalité, mais il faut en sortir parfois pour comprendre la réalité des choses. Et en sortir, c'est revenir vers le naturel. Et le naturel, c'est quoi? C'est cette création-là. Cette création-là, elle a toujours été là, hein. Elle a été là avant l'homme. Elle sera peut-être encore là après l'homme, et elle sera là avec ou sans l'homme. Donc, c'est ça qui est naturel, ça qui est réel. Et par contre, le bâtiment ou le métro, etc., ça, c'est très récent. Hein. Donc ça, c'est artificiel. Et donc, il faut revenir au naturel. Donc, déconnecter parfois un petit peu,
revenir dans ce monde-là naturel, et c'est là où on prendra conscience de ce monde virtuel dans lequel on vit, ou artificiel plutôt, et il faut se déconnecter, il faut se forcer, et je répète, hein, c'est pas des grandes coupures dont on a besoin nécessairement, hein, ça peut être des petites coupures, ça peut être une journée, une balade, comme j'ai dit, 1 ou 2 fois dans le mois, faire voilà, une belle sortie en forêt, et tout ça petit à petit va faire qu'on prend conscience de pas mal de choses, mais il faut absolument vraiment avoir ces coupures-là, essentielles. D'accord, ben, merci beaucoup, c'était très très inspirant. J'espère que voilà, le message va être passé et que les gens qui avaient peur de se lancer vont commencer petit à petit à y aller, en fait, à ne pas avoir peur. Je permets de rajouter un truc par rapport à ça, et je termine avec ça, c'est que aussi il y a une deuxième chose, c'est important, c'est les barrières qu'on se met dans la tête. Oui. Moi, je me mettais plein de barrières, et des barrières qui étaient réelles, parce que mon physique, etc., fait que je ne pouvais pas, donc c'était réelles barrières. Il faut les surmonter. Si sincèrement, moi j'ai pu le faire, allez, 90% des gens peuvent le faire, voire plus. Donc, il faut pas se mettre de barrière. Il faut toujours pousser davantage. Il faut pas se dire non, c'est pas pour moi, non, c'est pas possible. Non, mais comment je vais faire? Non, il faut y aller. Il y aura parfois des ratés, mais ces ratés sont bons parce qu'elles vont nous élever. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, faire le pas et dire allez, c'est bon, moi je me lance et petit à petit j'évolue. Et bon, j'ai une dernière question qui m'est venue en tête là justement. Ouais. Est-ce que maintenant, en tant que musulman, tu ressens ta vraie responsabilité par rapport à toute la création, la nature? Est-ce que là, tu te sens vraiment impliqué? Tu te dis que avec ta religion, tu as un vrai rôle à jouer dans tout ça? Ah mais totalement. Avant, quand je dis avant, c'était pourtant moi je suis quelqu'un, on va dire que j'ai connu la religion dans les années 2000, hein, début des années 2000. J'étais très très, on va dire, investi entre guillemets, c'est-à-dire que je prenais ça très à cœur, mais jamais j'avais fait le lien entre l'écologie ou la nature, et jamais, mais vraiment jamais. À part le côté, on va dire, méditation, réflexion, etc. où vraiment on parle, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et là, non, aujourd'hui, oui, bien sûr qu'on a une responsabilité, bien évidemment, sur comment on agit avec la nature, sur comment, et je le vois. Des choses simples, hein. Moi, par exemple, quand j'étais sur le djihadiste, j'étais pas le seul à avoir ce ressenti-là, c'est que quand je passais dans un petit village, je dis mais ça pue quand même en fait. Et l'odeur du pot d'échappement des 2-3 voitures qui se baladaient en duel alors quand je passais dans une ville, c'était pire. Alors là, on sentait que ça puait, alors qu'avant on le sentait plus. Et on se dit on est en train de vraiment détériorer cette nature. Et aussi le rapport aussi, bon, je rentre dans un autre truc, mais le rapport aux animaux. Moi, dans le djihadiste, j'ai changé mon rapport à l'animal. C'est dingue. Au début, quand je croisais qu'on appelle ça des troupeaux, soit des troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux, etc. Au début, il y avait ce côté, je m'arrêtais, le troupeau s'arrêtait, il me regardait. Quand je reprenais la marche, il fuyait. S'il y avait un patou, donc les chiens là qui gardent les troupeaux, ils venaient, ils se mettaient à aboyer, j'avais peur, donc je faisais un grand détour. Et au fil du GR10, j'arrivais à traverser les troupeaux sans que le troupeau ne bouge. Et là, tu te dis, en fait, ça y est, je me reconnecte avec cette nature. Et ça, pour moi, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que tout ça, c'est un dépôt. Ça nous appartient pas, ces montagnes, ces animaux, ces arbres. Ça nous appartient pas. C'est un dépôt. On nous l'a prêté. On nous a mis à l'intérieur pour un temps. On est locataire. Et ben, il faut en prendre soin. Comme quand il y a quelqu'un qui est locataire chez moi, je suis propriétaire, ben, j'attends que quand il me rende les clés, ben, la maison soit en bon état quand même un minimum. C'est pareil. Donc vraiment, oui, bien sûr, il y a une prise de conscience réelle. Et c'est encore une fois, il y a pas de secret. Il faut se reconnecter avec la nature. Et Dieu, dans le Coran, il nous le dit, hein, méditez, pensez, réfléchissez, regardez, observez. Et si on est chez nous, on peut pas observer. Et sur la télé, c'est pas pareil. On peut regarder tous les reportages animaliers, tous les reportages, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut se connecter réellement. On est encore déconnecté, quoi. On est encore déconnecté un petit peu. Et ça, et là, petit à petit, on va se rendre compte de notre responsabilité vis-à-vis de tout ça, effectivement. Dans le Coran, il y a plusieurs passages qui disent que les animaux, les plantes, tous les êtres vivants, en fait, glorifient Dieu, le prient, font ses louanges. Et on a même des prophètes qui réussissaient à parler avec les animaux, mais je pense que nous, on lit tout ça, mais un peu comme des légendes, enfin, des histoires, des histoires un peu, peut-être avec notre culture occidentale, avec un recul, des histoires un peu magiques, fantastiques, et on n'arrive pas à imaginer ça dans notre réalité, à se rendre compte que ça peut être possible avec des êtres humains. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et ça, sur le côté justement de glorification des animaux, machin, ça on le voit pourquoi on le voit dans le GR10 ou une autre sortie longue comme ça en forêt et en solo, et ben on s'habitue au rythme de la nature et on voit que effectivement tel animal à telle heure va faire telle chose. Je sais que à telle heure c'est les hiboux. Et les hiboux vont s'arrêter à telle heure. Après il y a des oiseaux qui vont reprendre de telle heure à telle heure. Et c'est dingue, hein, on sent effectivement il y a une glorification de leur part, etc. Je me suis retrouvé sur le GR10 à parler avec les animaux, et je suis pas le seul.
Au début, on peut rendre, il est fou, lui, il parle des animaux. Mais non, c'est tout le monde fait ça à un moment. Et il y a des liens spéciaux qui se, mais vraiment, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, c'est effectivement, c'est quand on entend maintenant ces histoires-là, on se dit non, c'est pas dingue. Au contraire, c'est réel, c'est la réalité. À un moment, je me rappelle, il y a un chien. C'est incroyable ce qui s'est passé mon histoire avec un chien. J'ai vécu une histoire avec un chien. Je vais me donner un nom, tout ça pour dire, c'est vraiment l'histoire. Elle est. Je passe dans un petit village. Et je me trompe, c'est un tout petit village, hein, c'était quoi, 4, 5, 6 maisons, je me trompe de chemin et je me retrouve en fait dans le jardin, parce que là-bas les maisons, c'était comme des villages, les jardins sont immenses, on a l'impression que c'est dehors, et je me retrouve dans le jardin d'un monsieur sans me rendre compte. Le monsieur me dit non, il faut être le jardin, il fallait juste tourner juste avant mon jardin, et tourner à droite. Je dis ok, donc je rebrousse chemin, et là je vois son chien qui se met à aboyer et à me courir après. Et je commence à flipper, et le monsieur il crie en appelant son chien, et le chien en fait il me dépasse, et il s'arrête, et il me regarde. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et je continue à avancer, et en fait, il me montrait le chemin, et il est resté avec moi un bon 3-4 heures minimum. Il est monté tout en haut de la montagne avec moi. C'est incroyable. Et quand à un moment, je me suis arrêté, il venait, il s'assied à côté de moi, je dis, mais non, tu rentres chez toi, comment tu vas faire pour rentrer? Et je parlais avec lui, et je l'appelais James. Mais il y a un lien, vraiment. Et je dis, mais c'est quoi ce chien? D'où il sort? Et à ce moment-là, j'avais peut-être besoin d'être rassuré parce que je venais de quitter, en fait, ma première rencontre, on va dire, humaine. Justement, un monsieur qui s'appelle James, c'est pour ça que je l'appelais James. Pour le remplacer. Voilà, pour le remplacer. Et je venais juste de le quitter. Et ça m'a fait mal au cœur parce que il avait un problème au genou, il a dû s'arrêter. Je me suis retrouvé seul, on va dire, alors que j'ai passé 2 jours avec lui et c'était vraiment très intense. Hein. Et même pas 1 heure après, ce chien, il arrive, et il passe, voilà, toute l'après-midi avec moi jusqu'à la nuit. Quand la nuit est arrivée, il a fait demi-tour et il est reparti. Et voilà, il y a ce lien-là avec les. Et j'ai parlé avec lui, le chien. Hein. J'ai discuté avec lui. C'était mon compagnon à ce moment-là. On peut prendre ça. Et ça se voyait qu'il me comprenait très très bien. C'était clair et net. Donc non, c'est pas de la folie. Mais ça, vous voyez, ça, si je le fais là devant chez moi, là ou en plein Paris, on va me prendre pour un dingo. Hein. Ouais. Clairement. On dit lui, il a un problème mental, psychologique. Alors que là-bas, non, c'est normal. Là-bas, c'est normal parce qu'on a ce lien spécial avec la nature et c'est ça qu'il faut entretenir. Ouais. Parce que quand on lit la vie de notre prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, on a plein d'histoires en fait qu'il a parlé avec des arbres, avec des pierres, avec ses animaux, et en fait c'est incroyable on n'arrive pas à imaginer ça en se disant que ça peut être vrai, et pourtant c'est des gens qui l'ont vécu, il y avait des témoins, ça s'est vraiment fait dans notre monde, et je pense qu'on n'arrive pas à, on est tellement loin de tout ça qu'on peut pas l'imaginer en fait. C'est ça. C'est ça. La phrase, elle est parfaite. On est tellement loin de tout ça que ça nous semble bizarre. Parce qu'on en est loin, en fait. Mais une fois qu'on est dedans, ça ne semble pas du tout bizarre. Et si on prend quelqu'un qui n'est pas musulman, hein, mais qui vit toute sa vie au milieu des animaux, il va le sentir. Il va le sentir. Moi, j'ai parlé avec des bergers là-bas, parce qu'il y avait des bergers. Et parfois, des bergers, on va dire... c'est pas le cliché du vieux monsieur dans sa campagne. Hein. Moi, une fois, j'ai vu un berger, il était high-tech, qui a un super vélo électrique, machin, donc quand même un moderne, quoi. Il était là avec sa femme, ses enfants, berger depuis plusieurs années, et il parle avec les animaux. Il parlait avec son chien, et quand il voyait des moutons, il leur parlait, il parlait normal, naturellement, quoi. Et oui, c'est quelqu'un qui vit avec les animaux, ça devient naturel. Mais comme on est tellement déconnecté de ça, ça on le perd. Et aussi une chose, ça me rappelle, je rebondis encore sur un point. Sur le fait de parler aux animaux, c'est une chose, et aussi le fait de parler avec son Seigneur. Chose que là aussi, là c'est plus grave peut-être, qu'on ne fait pas dans notre monde tous les jours. On a du mal à le faire naturellement. C'est souvent dans le cadre d'une prière particulière, bien pour demander quelque chose de précis, mais parler comme ça, comme on parle à un ami, ça vient pas tout de suite. On le fait plus. Et pire encore, même quand des fois on a des besoins, on le fait plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème, allez, je suis en galère de quelque chose, mon premier réflexe, c'est je prends mon téléphone, j'appelle un tel, je vais sur Internet, et donc j'ai plus cette connexion. Et quand on est comme ça déconnecté, sur le GR10 ou ailleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route. Allez, comment on fait maintenant? Et là, on parle. On parle avec son Seigneur. Et c'est à ce moment-là, quand dans ce printemps-là, il monte sa qudra, c'est-à-dire sa puissance, etc. Et moi, je l'ai vécu. J'avais déjà vécu dans d'autres voyages où j'ai eu des expériences similaires, mais là, sur le G10, j'ai carrément vécu. Et des fois, c'est des choses, parfois anodines. À moi, j'arrive, bizarrement, j'avais une envie de pomme. Pourquoi j'avais envie de pomme? J'en sais rien, parce que j'avais pas mangé de fruits depuis trop longtemps. Ça faisait, je crois, 4, 5, 6 jours, j'avais pas goûté un seul fruit. Et pourtant, il y en a des fruits, hein. Des fois, il y avait des myrtilles, des fraises, bon, je me faisais plaisir, mais là, j'en ai plus mangé depuis un moment, et j'avais envie de pommes. Et il n'y avait pas de pommiers, hein. C'est pas une forêt où il y avait des pommiers.
Et ya Allah, des pommes. Tout ce que je veux, c'est des pommes. Ya Allah, une pomme là, je suis reboosté. En plus, c'est une journée très difficile. Ce jour-là, je me rappelle, il y avait c'est que de la montée toute la journée. Même pas une heure après, sur quoi je tombe? Sur des pommes. Oh, machallah. Là, je dis Allahu Akbar. Et en fait, c'est des pommes par terre. Alors, est-ce que c'est des randonneurs qui l'ont jeté? J'en sais rien, mais ce jour-là, j'ai croisé personne. Alors là, du matin au soir, j'ai croisé pas une âme. Mais il y avait des pommes. Et donc, j'ai ramassé 3 pommes, je les ai mangées. Et d'autres choses. Une fois, par exemple, je suis parti avec des randonneurs, donc des personnes qui n'étaient pas de confession musulmane, un couple. J'ai fait 3 jours avec eux. Et à un moment, la dame du couple a dit oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de fruits, etc. Ce serait trop bien si on a ci, on a ça. Elle commence à citer les noms des fruits. Et là, wallah, et là, je parle entre moi et mon Seigneur. Je fais ya Allah, si tu peux nous apporter les fruits qu'elle a cités, juste pour montrer ta qudra, etc. Pas pour wallah. On passe par encore une fois minuscule. Les villages là-bas, c'est des minuscules villages, hein, c'est vraiment 4, 5, 6 maisons. L'entrée du village, ils ont planté tous les arbres qu'elle avait cités. Avec des fruits en abondance, parce que là-bas, personne ne les prend. Et donc c'est moi qui suis parti. Donc j'ai cueilli des poires, voilà les poires. J'ai cueilli des prunes, voilà les prunes. J'ai cueilli tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait. Et on s'est retrouvés sur la manger, comme ça, se partager pendant 2-3 heures. On a mangé tous les fruits qu'elle avait cités. Et il y en a d'autres comme ça, je peux rester toute la soirée comme ça, citer toutes les situations comme ça. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que quand on fait de dua, à ce moment-là, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, on oublie. Et ça, même moi, là, je suis revenu, le rythme de la vie fait que j'ai oublié. C'est pour ça que là, j'ai ce besoin-là. Je me dis, j'ai besoin encore de ce moment-là pour retrouver cette connexion avec mon Seigneur, que j'ai encore une fois perdu, quoi, que j'arrive pas à entretenir. Mais je pense que le problème, c'est qu'on nous livre tout, en fait, sur un plateau. Parce que comme pour la nourriture, on va pas demander à Dieu forcément de nous la donner. On va au Carrefour, on prend nos sacs, ça y est, on a pris nos trucs et on repart. On n'a même pas du tout invoqué Dieu à ce moment-là. Même quand on est malade, j'ai un mal de tête, je prends du Doliprane. C'est le premier réflexe, en fait. On va pas se dire, tiens, si je faisais une prière, je demande à Dieu de me guérir, c'est tout de suite, je prends le médicament, c'est ça qui va me guérir. On a tellement été habitués, on a plein de petits remèdes par-ci par-là, et donc on oublie, avant de faire ces choses-là, de demander à Dieu en premier. C'est ça. Et on oublie que c'est lui qui est derrière, du coup. Et comme l'eau là-bas sur le Gerdis, quand il fait très chaud et qu'on a soif, et que parfois il y a des points d'eau qui sont asséchés, et quand on tombe enfin sur de l'eau, le bismillah, alhamdulillah, il n'y a même pas besoin de le dire en fait. Il est puissant à ce moment-là. Bismillah, alhamdulillah, mais alhamdulillah qui sort du cœur, des tripes, de tout en fait, parce que parce qu'il y a ça en fait, et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre cette vie-là pour s'approcher de ça. Ouais. Finalement, le confort, ça nous affaiblit, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Ah mais clairement, totalement, le confort nous affaiblit. Et maintenant, encore une fois, le but c'est pas de vivre une vie monacale, c'est pas l'objectif, mais c'est de vivre dans un confort limité, restreint. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on savait qu'il avait très peu de confort dans sa vie. Mais quand il avait des choses qu'il aimait, il aimait, je sais pas moi, le parfum. Il y avait des choses qu'il aimait, c'est-à-dire qu'on peut assouvir ses envies, ses passions, il n'y a pas de problème là-dessus. Le but, c'est pas de se déconnecter, non. Mais c'est d'avoir un contrôle sur tout ça. Il faut que les choses, ces choses-là, elles sont sous mon contrôle et pas l'inverse. Nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. On est devenus esclaves de ces choses-là. C'est ce confort que l'on a, on est devenu esclave de ce confort. Aujourd'hui, si on enlève notre matelas, j'en suis sûr que les Occidentaux en particulier, on enlève leur matelas, ils peuvent pas dormir. Ils sont devenus esclaves, ils sont perdus, mais totalement. Moi, je connais des gens comme ça, sans leur matelas, c'est pas possible. Et il y en a plein, ils m'ont dit, mais c'est bien, quand t'as fait sans matelas, c'est pas possible de dormir sans matelas. Je suis assis, et t'avais un coussin? Non, j'avais pas de coussin. Mais comment tu fais pour dormir sans coussin? Et on est devenu esclave de notre confort. Et le mieux, c'est un confort dont on a conscience, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on a. Et on vit comme si c'était acquis et. C'est ça. On n'a pas de reconnaissance. On n'a pas de reconnaissance. Alors que maintenant, aujourd'hui, ce matelas, moi, si on me je dors très bien. Si on me le met, tant mieux. C'est un confort supplémentaire. Et donc, ça devient, c'est moi qui maîtrise ce confort. C'est-à-dire, je me le mets si j'en ai besoin. Et je sais que c'est un confort en plus. Mais je suis plus esclave, je suis plus dépendant de ce confort-là. Et c'est ça, il faut vraiment que nous, on apprenne à ces choses-là, les passions, les envies, c'est pas dans nos cœurs, c'est dans notre main, on les contrôle, mais il faut pas qu'elles touchent notre cœur et encore moins notre esprit, notre foi. Quoi. C'est très très beau tout ça. Vraiment, quand même, nous permettre de vivre tous des moments aussi forts que ce que tu as pu vivre et aussi la prise de conscience que tu as pu avoir. Inch'Allah. Et voilà, que tu t'accordes le meilleur pour la suite, d'autres rencontres, d'autres voyages. Il y a plein de belles choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc je te remercie vraiment pour toute ton histoire, ton récit. C'était très inspirant. J'espère que
voilà, que ça va aider beaucoup de gens. C'était vraiment trop bien. J'ai plein d'images dans la tête. Là, j'ai envie de prendre un sac et de partir. Allez. Voilà, on va essayer de s'organiser pour faire ça. Voilà, merci beaucoup, Samir. Merci beaucoup, merci à toi, merci à tous. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci à toi d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'à la fin. Retrouve-moi sur mon compte Instagram Jadosophie pour me faire un retour sur ce que tu as ressenti. Si tu es motivé maintenant à prendre toi aussi ton sac à dos pour te reconnecter à la nature, si tu as envie de changer tes modes de consommation, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes de la serre sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube et découvrir d'autres belles personnes inspirantes. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui serait prêt à partir en voyage avec toi.